Octobre 1929. L'Amérique baigne depuis le début des années 20 dans l'euphorie de la croissance. C'est la grande prospérité qui contraste avec les hoquets de la reconstruction sur le vieux continent déprimé et appauvri. Tout à coup, l'effondrement en 2 séances tragiques de la bourse de New York, les 24 et 29 octobre, cette dernière baptisée le Jeudi Noir, va provoquer une crise sans précédent, non seulement de l'économie américaine, mais en réalité de l'ensemble du système capitaliste. Frappé de plein fouet par la dépréciation du marché des actions, le système financier américain s'effondre à son tour, des centaines de banques font faillite. Bientôt, l'accumulation dramatique de stocks d'invendus entraîne une baisse des prix catastrophique qui semble s'accélérer comme une vrille. Jamais depuis un siècle et demi de capitalisme industriel, et jamais plus après 1945, un tel recul de la production aura été enregistré. De 40% aux États-Unis, à près de 60% pour quelques pays périphériques d'Amérique latine et d'Asie, exportateurs de matières premières, qui semblent comme disparaître de la carte. Dans une économie qui a commencé à se mondialiser depuis le début du siècle, le mal se propage à la vitesse d'un feu de brousse. C'est le plus grand, le plus colossal événement économique du siècle, aux conséquences politiques ahurissantes, puisqu'il amène en 3 ans Hitler et Roosevelt au pouvoir, fait basculer le Japon dans la conquête de la Chine, oblige l'Empire britannique à un recul économique puis politique qui sera en réalité définitif. Le cataclysme planétaire de 1929 est bien né de la panique boursière d'octobre 1929. Mais celle-ci seule n'aurait pas suffi. Que s'est-il donc passé de si grave qui a rendu cette première crise insurmontable? L'Amérique des années 20 découvre l'économie de marché et la possession d'actions. L'économie américaine est alors en pleine expansion grâce à une rationalisation de l'industrie de masse sur le modèle des usines automobiles de Henry Ford, poussée aussi par des percées technologiques et une productivité croissante. Le marché des actions se développe donc prodigieusement et provoque une spéculation endiablée. Un surendettement général, puisqu'on achète les actions à crédit, une surévaluation évidente de nombreuses valeurs, surcotées, avec cette croyance naïve dans le marché qui consiste à penser qu'il monte toujours et qu'il ne descend jamais. Après un certain nombre de mauvaises nouvelles liées à un certain essoufflement du modèle de croissance américain, le mouvement de revente s'amorce et prend rapidement des allures catastrophiques. Le 24 octobre, 12 millions d'actions sont déjà offertes à la vente. Comme les acheteurs se dérobent, les cours s'effondrent d'heure en heure. La catastrophe boursière d'octobre 1929 est donc l'aboutissement logique de l'emballement du boom spéculatif qui s'est produit dès 1926 aux États-Unis. Immédiatement, ces pertes cumulées vont déclencher une véritable explosion à fragmentation. Les ménages américains soutenaient leur consommation et leur endettement avec les plus-values boursières. Celles-ci s'arrêtent net. L'épargne détruite par la spéculation ne se reconstitue pas, l'investissement productif s'arrête, les banques, dont les actifs étaient constitués de titres, voient leurs réserves diminuer de 50-60%, elles peuvent difficilement éponger leurs pertes, certaines ferment, entraînant une panique des déposants. La déflation, baisse des prix de l'activité et de la valeur des actifs, est presque instantanée. Or, la déflation, comme le montrera Keynes, est un cercle vicieux. Les salariés qui ont peur pour leur emploi hésitent à consommer et accumulent une épargne de précaution qui ne peut être réinvestie dans l'économie. Les investisseurs, qui constatent la baisse des actifs, attendent en effet que celle-ci s'accentue encore et contribuent à relancer la descente. La perte de la valeur de la production et la baisse mondiale des prix entraînent à leur tour une concurrence à la baisse sur le plan mondial. La tentation devient dès lors forte de dévaluer brutalement le cours extérieur des principales monnaies pour stimuler les exportations et rendre compte de la contraction de l'activité. À son tour, la course à la dévaluation provoque une nouvelle baisse des prix, etc. Loin de trouver un plancher raisonnable, comme le nageur qui touche le fond de la piscine, l'activité économique ne cesse donc de baisser, mettant en inactivité des millions de femmes et d'hommes qui vont être précipités dans la misère et au rebut des tonnes d'invendus. C'est l'époque où l'on brûle le café dans les chaudières des locomotives brésiliennes. Mais pour que le virus américain contamine la terre entière,
il aura fallu encore d'autres mécanismes, ceux-là bien spécifiques à l'époque. Comment la crise devient-elle mondiale? Avant toute chose, il faut comprendre que l'économie américaine était devenue, dans les années 20, le véritable moteur de la relance économique européenne. Comment? Les États-Unis avaient réglé le problème des réparations de guerre allemandes en instaurant un mécanisme circulaire. Les Américains prêtaient aux Allemands, les Allemands investissaient cet argent dans leur économie et ainsi remboursaient une partie des réparations dues à la France et à l'Angleterre. La France et l'Angleterre, à leur tour, grâce aux réparations, remboursaient les dettes de guerre massives qu'elles avaient contractées aux États-Unis. Le plan était magistral, mais il reposait sur la solidité absolue du système financier américain, prêteur en dernier recours. Or, dès le déclenchement de la crise, l'Amérique ne peut plus prêter un seul dollar à l'Allemagne. C'est la raison pour laquelle l'Allemagne est saisie comme dans une thrombose par la crise de 1929, beaucoup plus vite et beaucoup plus radicalement que tous les autres pays européens. En l'espace de 3 mois, dans l'année 1930, la production allemande recule ainsi de 25% et jette sur le pavé près de 10 millions de chômeurs, les futurs électeurs d'Adolf Hitler en 1931. La crise devient mondiale. Mais tout pouvait encore être redressé par les autorités monétaires nationales et internationales. Or, c'est exactement ce qui n'aura pas lieu. Quelles ont été les principales erreurs commises? En matière monétaire, le dogme largement admis était celui de la stabilité la plus grande, symbolisée par le retour à l'étalon or, c'est-à-dire l'équivalent strict avec la valeur de l'or des principales monnaies de réserve en usage avant 1914. Le prix de ce dogme aura été la première grande erreur. Sans doute le geste le plus grave commis par les autorités monétaires américaines de l'époque est d'avoir pratiqué une politique de taux d'intérêt élevé afin de décourager l'endettement des ménages et des entreprises, accompagné d'un équilibre budgétaire très strict. Les prix continuent donc de chuter, tandis que l'argent devient rare. Les banques ne peuvent plus prêter, les faillites se multiplient. Le maintien de ces politiques en simultanéité aux États-Unis, en Angleterre, en Allemagne et au Japon, au moment même où la destruction de valeurs en bourse requérait une injection massive de liquidités à bon marché, aura ainsi abouti à asphyxier le malade au début de l'opération. Finalement, la dévaluation de la livre sterling prônée depuis longtemps par Keynes, mais intervenue dans la panique et l'impréparation en septembre 1931, aura malgré tout été salvatrice pour une économie britannique dont la remontée sera plus rapide que d'autres dans les années 30. La seconde grande erreur, qui est universellement connue depuis que Keynes l'a également dénoncée avec une éloquence sans pareille à la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est l'édification de barrières protectionnistes généralisées. Une barrière douanière peut, comme une anesthésie, atténuer momentanément certaines souffrances et permettre la reconstitution plus rapide du tissu productif dans certains secteurs. Mais généralisée, elle entraîne de proche en proche, là aussi, l'asphyxie du commerce mondial et devient équivalente à un rétrécissement du marché global des consommateurs. La seule parade consiste alors à étendre la surface de ces marchés protégés. En 1932, à Ottawa, la Grande-Bretagne crée ainsi un tel espace exclusif avec ses dominions. Quant aux États-Unis, ils adoptent eux aussi en 1931 le tarif Hawley-Smoot qui les isole pratiquement de l'économie mondiale. Les barrières protectionnistes achèvent l'asphyxie et aggravent la compétition, cette fois-ci non plus des firmes, mais des États. On peut donc légitimement se demander dans ces conditions comment on a pu en fin de compte sortir de la crise. Quels sont les remèdes préconisés? L'exemple de l'Union soviétique qui, seule dans le monde et tout isolée qu'elle soit, poursuit une forte croissance planifiée et volontariste, va inspirer, sans le dire, la plupart des politiques anti-crise. Mêlées aux idées directrices exposées par Keynes en Angleterre, parfois formulées avant lui par des économistes moins doués pour la synthèse, l'anglais Kahn, le polonais Kalecki, le russe Wojtyński, celle-ci se résume à une médecine active de court terme. Accepter délibérément des mesures à caractère inflationniste qui, en reconstituant des stocks de monnaie dévalués, allègent ipso facto le poids relatif de la dette, de l'État comme des ménages, et stimulent ainsi la consommation en obligeant l'épargne menacée de toute façon de dépréciation à se convertir maintenant en investissement.
utiliser des taux d'intérêt maintenus artificiellement bas par les banques centrales pour stimuler également l'investissement immédiat à court terme et le concentrer sur les dépenses d'équipement, dont l'effet sera multiplié dans toute l'économie. Ces idées équivalent en fait à renforcer le rôle de l'État dans l'économie, voire dans certains cas à se substituer aux entrepreneurs privés défaillants en utilisant les ressources du trésor public pour produire directement des biens utiles ou soutenir des activités comme les marchés agricoles, la consommation médicale, le logement. La crise a donc fantastiquement légitimé, sinon le collectivisme, au moins une forme d'économie mixte fortement socialisée. En Suède, dès 1931, c'est le Parti social-démocrate qui créera l'économie nouvelle, comme en France à partir de 1936, des gouvernements de gauche issus du Front populaire. Aux États-Unis, il s'agira du New Deal de Roosevelt. En Allemagne, hélas, cette économie mixte, dont les premiers effets bénéfiques sont pourtant imputables au dernier gouvernement démocratique de Papen et Schleicher en 1932, ne jouera à plein qu'avec l'arrivée de Hitler. Ce dernier trouvera, hélas encore, en Hjalmar Schacht, le gouverneur de la Banque d'Allemagne et bientôt aussi son ministre des Finances, le meilleur des disciples de Keynes. Hélas en effet, car en ces temps sombres et tragiques, la malchance fut souvent du côté des démocraties libérales qui n'écoutèrent guère par ailleurs leurs prophètes tels Keynes, et la chance, pour un temps du moins, du côté de dictatures insolentes auxquelles tout semblait réussir.